1979, le disco bat son plein et fait danser le monde entier. Des hits comme Good Time de Chic, Hot Stuff de Donna Summer ou le légendaire I Will Survive de Gloria Gaynor résonnent sur toutes les ondes. Et si je vous disais qu'en ce moment même, vous êtes peut-être en train de détruire votre audition, sans douleur, sans vous en rendre compte. La cause, un objet révolutionnaire qui transformera à jamais notre rapport à la musique et condamnera des millions d'oreilles au silence. Les écouteurs. Take a cassette out of its case, and most people just see an empty box. But Sony saw something quite different. Sony introduces the only cassette player as small as a cassette case. The incredible sounding Super Walkman. Imaginez, vous êtes en 1978 et vous entendez une musique depuis une voiture qui passe. Elle vous obsède. Alors, comment la réécouter ? Attendre qu'elle passe à la radio si elle passe, ou acheter le vinyle et rester cloué chez vous. Voilà certains des choix qui se présentaient à vous. Puis arrive 1979. Masaru Ibuka chez Sony a une idée folle. Et si la musique nous suivait partout ? Le Walkman naît. Walkman, the sportable stereo cassette player from Sony. Il est petit, alimenté par pile et livré avec un casque stéréo compact. Soudain, votre musique devient nomade, personnelle et même intime. Un casque sur les oreilles et le monde extérieur disparaît. Mais personne à ce moment-là ne réalise que cette révolution cache un piège invisible. Avec le casque, le son n'est plus ambiant. Il est projeté directement dans le conduit auditif. C'est comme avoir le chanteur, le batteur et tout le groupe qui jouent juste devant vous. Et tout le piège réside ici. Pour comprendre ce piège, il faut d'abord saisir ce qui se passe réellement dans votre oreille. L'oreille est comme une petite machine ultra précise. Elle capte les sons autour de nous, les transforme en signaux électriques et les envoie au cerveau. Tout passe d'abord par le tympan, qui vibre sous l'effet du son, puis par de tout petits os qui transforment ces vibrations à une zone en forme d'escargot appelée la cochlée. Et c'est là que tout se joue. À l'intérieur, il y a environ 15 000 cellules minuscules appelées cellules ciliées. Imaginez, 15 000 petits capteurs ultra sensibles comme des brins d'herbe microscopiques qui dansent au moindre souffle. Ces cellules traduisent chaque vibration sonore en langage que le cerveau comprend. Le problème, avec les écouteurs, c'est comme si vous souffliez constamment un ouragan sur cette prairie fragile. Ces cellules sont comme des soldats en première ligne, très fragiles. Si le son est trop fort ou dure trop longtemps, elles peuvent être endommagées à vie. Comprenons-nous bien, ce n'est pas juste une question de volume, c'est la répétition, c'est l'usure lente, bataille après bataille. Les cellules sciées, elles, ne repoussent pas. Une fois tombées au combat, aucune ne revient jamais. Votre armée auditive s'affaiblit à chaque écoute, sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors une question légitime nous vient. L'industrie était-elle au courant des risques encourus par leurs utilisateurs ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1979, quand Sony lance le Walkman, on ne découvre pas que le son peut endommager l'oreille humaine. On le sait déjà. Dès les années 40, des études militaires américaines montrent que les soldats exposés au bruit des moteurs d'avion ou aux tirs d'artillerie développent une surdité partielle, parfois irréversible. En 1965, les industriels du bâtiment reçoivent l'obligation de fournir des protections auditives à leurs ouvriers. Et en 1971, 8 ans avant le Walkman, une étude publiée dans The Lancet démontre que les écoutes prolongées de musique amplifiée, en concert, en club ou sur la radio avec des écouteurs, peuvent dégrader les cellules sensorielles de la cochlée. Alors oui, on le sait, mais on ne l'intègre pas. À ce moment-là, Sony veut innover, pas freiner. Le Walkman, c'est la liberté. C'est la promesse d'un monde où la musique t'accompagne partout, sans contrainte, sans permission. Mais voilà le problème. En toute connaissance des risques, à aucun moment Sony ne limite le volume. L'appareil pouvait dépasser allègrement les 100 décibels dans les oreilles. Un niveau de bruit que l'OMS considère aujourd'hui comme dangereux, au-delà de seulement 15 minutes par jour. Techniquement, Sony aurait pu ajouter une barrière électronique ou brider la puissance. Ils auraient pu écouter les signaux venus du monde médical, mais ils ne l'ont pas fait. Le Walkman était un bijou d'ingénierie, mais c'était aussi une arme sonore silencieuse. En la mettant entre les mains de millions d'ados, ils ont peut-être condamné une génération à ne plus jamais entendre que le silence. 10 ans plus tard, en 1992, un ORL de Marseille reçoit un patient de 24 ans. Il travaille dans une imprimerie, mais ce n'est pas le bruit des machines qui inquiète le médecin. Le jeune homme se plaint d'un sifflement constant, de plus en plus fort. Des examens révèlent une perte auditive précoce. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans les hôpitaux en France, en Allemagne, aux États-Unis, des ORL commencent à remarquer un détail troublant. Des adolescents et des jeunes adultes présentent des symptômes de surdité partielle habituellement observés chez des personnes âgées de 60 à 70 ans. Acouphènes, sensibilité anormale au son, perte des fréquences aiguës. Le point commun, tous utilisent un baladeur. Puis les chiffres ont commencé à tomber.
En 1995, des chercheurs notent une hausse des troubles auditifs chez les moins de 30 ans. En 2005, une étude américaine révèle qu'un ado sur 7 souffre déjà d'une perte partielle d'audition. Puis en 2015, l'OMS annonce un choc. 1,1 milliard de jeunes adultes sont désormais à risque de surdité irréversible à cause de leurs écouteurs. Ce n'est plus un danger individuel. C'est une épidémie mondiale, lente, mais surtout silencieuse. Une génération entière est en train d'abîmer ses oreilles sans même s'en rendre compte. Pas à cause d'une explosion, pas à cause d'un accident, juste parce qu'elle écoute sa musique trop fort, trop longtemps. Et personne ne lui a appris à faire autrement. Face à ces chiffres alarmants, les premières réponses ne tardent pas à apparaître. En 2009, la Commission européenne impose un plafond sonore par défaut à 85 décibels pour les baladeurs numériques vendus en Europe. C'est une première tentative, mais elle est contournable. En un clic, l'utilisateur peut désactiver cette limite. Alors, les géants de la tech réagissent. En 2018, Apple introduit une fonction de suivi de l'exposition sonore dans les réglages de l'iPhone. Des alertes apparaissent quand vous dépassez le seuil recommandé. Samsung, Google, tous finissent par suivre. Des applications voient le jour pour mesurer votre exposition quotidienne, vous donner des scores, des conseils. Des campagnes de prévention sont aussi lancées dans les écoles. On parle d'hygiène auditive comme on parle d'hygiène de vie. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu ces alertes sur votre téléphone. Des petits messages qui vous rappellent que vous écoutez trop fort, trop longtemps. Mais la question reste en suspens. Est-ce que quelques messages dans les réglages suffisent à changer des habitudes ancrées depuis des années ? Est-ce qu'un simple pop-up peut rivaliser avec l'ivresse de votre morceau préféré qui explose dans vos oreilles ? C'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. C'est un début, mais peut-être pas encore une solution. Toutes ces tentatives technologiques, ces alertes, ces limites, c'est bien, mais peut-être qu'elles passent à côté de l'essentiel. Et si au fond, le vrai problème n'était pas le volume, mais notre rapport au silence ? On vit dans un monde saturé, de notifications, de vidéos, de musique. On enfile nos écouteurs non pas pour écouter, mais pour s'isoler, pour fuir. On couvre le bruit du monde et celui qu'on porte à l'intérieur. Quand avez-vous écouté le silence pour la dernière fois ? Vraiment écouté, sans rien d'autre. Un son subtil, une voix douce, le vent dans les feuilles, tout cela nos oreilles sont faites pour l'entendre. Pas pour endurer des orages numériques en boucle à 2 cm du cerveau. Et si on apprenait à écouter autrement ? Pas seulement ce qui est fort, mais ce qui est vrai. Pas seulement ce qui distrait, mais ce qui touche. Protéger ses oreilles, ce n'est pas se priver. C'est réapprendre à faire de l'écoute un acte de présence. À respecter le silence comme une musique en soi. Parce qu'au final, respecter le silence et protéger ses oreilles, c'est la même chose. Finalement, le vrai danger, ce n'est pas le son, c'est l'habitude. Celle de monter le son un peu plus chaque jour. Celle de ne plus faire attention à ce qu'on perd parce que ça disparaît lentement. La perte auditive n'a pas d'alarme, pas de sang, pas de blessure visible. Juste une porte qui se ferme, sans bruit. Et un jour, on réalise qu'on n'entend plus certaines choses. La voix de quelqu'un qu'on aime dans un restaurant bruyant. Le chant d'un oiseau au petit matin. Le murmure d'un enfant dans une pièce calme. Alors, si vous devez retenir une chose, vos oreilles ne se remplacent pas. Elles sont les seules fenêtres vers le monde que vous ne pouvez pas rouvrir une fois refermées. Prenez-en soin. Écoutez, mais écoutez vraiment.